Alors, bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à cette chronique mensuelle. Et ça me fait plaisir aujourd'hui parce que de vous parler sur deux points particuliers euh, qui nous préoccupent, nous autres, les Québécois. Je voudrais vous parler d'abord du fameux chemin Roxham. Évidemment, il y a beaucoup de critiques là-dessus. À juste titre, je pense que notre gouvernement, avec M. Legault, demande à ce qu'il y ait peut-être des choses qui se fassent. Il y a des gens, évidemment, quand on regarde tout ça aussi, là, parce qu'il y a deux extrêmes. Hein. Il y a ceux qui disent, il va falloir qu'il se fasse quelque chose parce que il y en a trop qui arrivent par là. Puis il y en a d'autres qui disent, on devrait fermer ça carrément. D'abord, pour ceux, là, les partisans de fermer ce chemin-là, c'est pas possible. Vous rêvez en couleur. Je pense pas qu'il y ait possibilité, même si le président américain va avoir une rencontre avec le premier ministre du Canada, là, même si on va discuter de ça, on n'arrivera pas à un accord de fermeture parce que ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Les migrants, là, en Occident, là, chacun des pays qui sont, qu'on appelle des pays de l'Occident, là, ont un devoir particulier, ont des signatures de fait d'ailleurs, pour faire en sorte d'accueillir des migrants, d'accueillir des gens qui sont en danger dans leur pays. Il ne faut pas mêler deux choses. Ce n'est pas de l'immigration qu'on désire avoir, c'est de l'immigration qu'on essaie de se partager pour des gens qui sont en danger dans leur pays, qui n'ont pas de liberté, qui peuvent être exécutés de n'importe quelle façon, etc. Alors, c'est un devoir humain qu'on a et l'Occident a décidé de partager l'espoir de certains de ces gens-là. Maintenant, la gestion des migrants en Occident, hein, les pays, parmi les pays, là, tous les pays accueillent des migrants. Là. C'est pas propre au Canada, c'est pas propre aux États-Unis. Tous les pays de l'Occident accueillent des migrants. Mais ce qui est important de savoir, c'est que parmi tous les pays de l'Occident, là, le pays qui accueille le plus de migrants, c'est le Canada. Et toute proportion gardée avec les États-Unis, là, je dis bien toute proportion gardée, là, si on parle des populations, là, on dépasse de 14 les États-Unis dans notre accueil des migrants. Donc, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi que ça n'a pas de bon sens? Parce qu'il y a une espèce d'entente qui fait que des migrants arrivent surtout par le Mexique et arrivent aux États-Unis, arrivent à la frontière des États-Unis, puis ils s'en viennent évidemment à la frontière du Canada, ce fameux chemin Roxham-là. Et à partir de ce moment-là, euh, ils sont accueillis. Maintenant, ce matin, là, assez curieusement, on a compris que quand ils arrivent aux États-Unis, les gens sont invités, même parfois on paye le ticket d'autobus là, pour s'en venir vers le fameux chemin Roxham, vers le Canada. On comprend que les migrants veulent venir d'abord au Canada en commençant parce que quand tu regardes quand on regarde tout le monde, là, ce qu'on appelle là, les avantages sociaux, ben évidemment, inutile de dire que quand on arrive aux États-Unis, on n'a pas autant d'avantages sociaux que quand on arrive au Canada. Au Canada, le pays, c'est le pays qui a le plus d'avantages sociaux. Alors, c'est pour ça que les gens veulent s'en venir vers le Canada. Et quand ils s'en viennent vers le Canada, la porte d'entrée, bien évidemment, c'est le chemin Roxham. Roxham, c'est au début, c'est dans le Québec. À partir de ce moment-là, dans le Québec, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a des gens qui, un coup, qui sont rendus ici, vont peut-être aller en Ontario, vont peut-être aller pour une question de langue ou quoi que ce soit, vont peut-être aller en Ontario, vont peut-être aller dans d'autres provinces. Il y a un équilibre qui ne se fait pas présentement. Je comprends que M. Trudeau a mis 300 quelques millions dernièrement. Il a rajouté 300 quelques millions dernièrement au Québec parce que le Québec, quand il les accueille, ben, c'est des gens qui arrivent là. Il y a bien pire que ça. Là. On a appris encore cet après-midi même qu'il y a des enfants
qui s'en viennent. Imaginons ça, là. Il y a des enfants qui se sauvent de leur pays, qui ont un chemin tracé, puis ils viennent ça, des enfants de 12 ans, puis 14 ans, là, ils s'en viennent, ils réussissent à traverser les frontières, puis à arriver au Québec, là, il faut être débrouillard pas ordinaire, il faut vouloir s'en sortir pas mal, là. Alors, ils arrivent ici, et là, c'est sûr que ces gens-là, d'abord, ils sont parlants d'autres langues. L'autre point, c'est que quand ils arrivent ici, on ne peut pas les laisser couler dehors. Il faut leur fournir le gîte, il faut fournir un paquet, il faut les faire manger ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils s'en viennent au Québec. Et à partir de ce moment-là, il y a un déséquilibre parce que la majorité s'en viennent au Québec. Et cette majorité-là, étant donné qu'elle vient au Québec, ça fait en sorte que le Québec absorbe beaucoup de dépenses. Et c'est pour ça qu'il va falloir que dans les discussions, la discussion, c'est pas de dire à Joe Biden, on devrait fermer ce point-là. Ça se fera pas. La discussion, c'est dire, est-ce qu'il pourrait avoir un meilleur équilibre? Y a-t-il moyen que vous autres, vous en gardiez un peu aux États-Unis aussi, là? Y a-t-il moyen que chacun fasse sa part et que nous autres, rendus au Canada, qu'il y ait une certaine forme de politique qui fait en sorte qu'on les partage à travers les 10 provinces canadiennes, si on veut faire vraiment œuvre de charité, il ne faut pas que ça en vienne tous et toutes en même place. On peut le partager à travers le Canada. Il y a 10 provinces, c'est grand le Canada. Et à partir de ce moment-là, mieux équilibrer les coûts, pas que ça soit uniquement une province qui accepte tous ces coûts-là. Et M. Trudeau devra voir à cet équilibre-là. Il faudra discuter avec M. Biden si ils ne peuvent pas en accueillir un petit peu plus. Quand on regarde les statistiques là, des demandes d'asile, là, parce que c'est des demandeurs d'asile là, qui fuient leur pays. Alors, quand on dit qu'on accueille 14 de plus de ces demandes d'asile-là que les États-Unis, quand on compare évidemment la grandeur des États-Unis, la grandeur du Canada, la population, mais je pense qu'il y a un déséquilibre là, puis il faut parler en fonction, il faut trouver une solution en fonction de ce déséquilibre-là. J'espère que ça sera discuté, mais comme je disais si bien, là, la seule façon de discuter ça, c'est pas de dire qu'il faut fermer ça, parce que ça va être un dialogue de sourds. Ça fera pas la... C'est des engagements que les pays de l'Occident ont. Ça fait que on aura beau pas aimer ou aimer ça, il reste qu'il faut respecter les engagements qu'on s'est donnés et en respectant ces engagements-là, qu'il y ait une meilleure répartition, qu'il y ait un dialogue entre les pays concernés pour qu'ils soient plus, je dirais le mot exactement qui se comprend bien, éparpillés un peu partout, là, distribués le plus équitablement possible. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je dis aux gens, là, inutile de demander la fermeture parce qu'on a un devoir d'accueillir des gens qui sont privés de liberté, qui sont dans leur pays opprimés parfois et qui vont fuir parce qu'ils ne veulent pas être torturés ou ils ne veulent pas être malmenés. Là. Alors, c'est ça, là. C'est ce point de vue-là. Alors, il ne faut pas mêler à la fois immigration et demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile, on a un devoir de charité à faire. Immigration, bien évidemment, ça, il y a beaucoup de ménage à faire là-dedans parce qu'on sait qu'on a besoin d'immigrants, mais les demandeurs d'asile qui arrivent ici, là, ils ne sont pas prêts demain matin, là, quand même qu'on voudrait, ils ne sont pas prêts demain matin à aller travailler dans des hôpitaux, à aller travailler en éducation. Ce n'est pas du tout la même catégorie. Alors, qu'on se le tienne pour dit, mais j'espère que M. Trudeau va tâcher de faire le maximum pour qu'il y ait un meilleur équilibre de l'acceptation des demandes d'asile. Ça, c'était mon premier sujet. Mon deuxième sujet, évidemment, j'aurais voulu vous parler un petit peu des écoles, là, parce que ça ne va pas bien en éducation. Puis là, ben,
on a entendu parler, là, puis je vais dire quelques phrases, puis après ça, je vais passer à d'autres sujets. On a entendu parler dernièrement qu'il y avait 4000 professeurs qui avaient décidé d'abandonner la profession. Hey, c'est un désastre, ça. Là. Et pourtant, il y a des choses, évidemment, le secteur de l'éducation, là, c'est épouvantable, c'est quasiment plus dirigeable. Il va falloir qu'il se fassent des règles et des normes que les gens ne peuvent pas, on n'acceptera pas qu'ils soient transgressés. On s'en vient, là, on a donné pour avoir des vacances avec les parents puis les jeunes, là, on a donné la fameuse semaine qui s'en vient, là, la semaine de relâche. Bon. En plus de ça, ben, il y a des tournois de hockey. Je le sais, je l'ai vécu avec mon fils, moi. Alors, souvent, là, ce qui arrive, là, c'est que les étudiants et les parents veulent avoir des heures et des jours additionnels pour tâcher d'aller en vacances avec leurs jeunes. Et ça, c'est en dehors des heures de relâche. Alors, imaginez pour un professeur là, qui a des étudiants dont, avec les tournois de hockey, par exemple, au hockey, que des vendredis, 4-5 vendredis ou 6 vendredis de l'hiver, là, il y a ses élèves sont absents, qu'ils vont prendre une semaine avant le temps pour s'en aller, puis qu'on dit aux professeurs, ben, donnez-nous des travaux, on va essayer de leur faire ça. C'est pas gérable. Alors, à un moment donné, il va falloir que le ministre de l'Éducation mette son pied à terre et dise, écoutez, là, l'école, c'est ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais il y a déjà des gens, tout ce qu'ils font là, présentement, c'est qu'ils gardent leurs enfants à la maison pour leur faire l'école parce qu'ils disent, il y a tellement de changements de professeurs, ça ne sera plus gérable, ça ne sera plus acceptable. Et ça, puis rajouter à ça le service d'autobus scolaire, là, qui n'est pas toujours, puis qui est bien souvent là, on n'a pas assez de monde pour les transporter, donc les parents sont obligés de manquer d'ouvrage pour conduire les étudiants. Il va falloir qu'ils se donnent un grand coup de barre là-dessus. Ceci étant dit, on pourra y revenir parce que ce n'est pas de main à l'œil qu'on va corriger ce système-là. Je pense que ce système-là est aussi en danger que le système de santé. Et Dieu sait si en santé, là, on court, le chien court après sa queue souvent. Là. Alors, c'est ça la réalité. L'autre petit point que je veux parler, c'est justement la santé. Qu'est-ce qui se passe avec la santé? C'est tout frais, là, ça s'est passé au jour du même, au moment où j'enregistre cette émission-là. M. Trudeau a offert 46 milliards aux provinces. C'est évident que les provinces ne sont pas complètement satisfaites là, parce qu'ils disent on voulait 100 milliards. Écoutez, le système de la santé, c'est la même chose. On est rendu au Québec. Je vais parler du Québec, mais c'est pareil dans les autres provinces. Là. Une province n'est pas plus, disciplinée que la nôtre. Là. Au Québec, là, il y a plus que la moitié de toutes les taxes des gens qui travaillent au Québec qui sont dévolues justement au système de santé. Puis encore là, on a encore besoin de milliards et ça fout l'idée. Je le sais présentement que la population est vieillissante, mais ça va être impossible d'avoir un gouvernement qui va faire juste de la santé, puis on ne pourra pas faire d'autres choses. Il va falloir qu'il se passe des affaires là-dedans. Souvent, puis ça, là-dessus, je suis un peu d'accord avec le ministre de la Santé, c'est qu'il y a bien des gens qui se retrouvent à salle d'urgence, à l'hôpital, puis qui n'ont pas d'affaires là pour tout. Là, hein. Et moi, je me dis, je ne sais pas ce que les gens trouvent drôle d'avoir un petit mal de tête qui s'en allait à la salle d'urgence ou d'avoir une petite gastro quand on peut régler ça autrement, quand on peut avoir la possibilité de parler au moins à 811 et leur demander des conseils avant de faire quoi que ce soit, parce que moi, ce qui m'horripile le plus, pour les fois que j'ai pu aller à l'urgence à date, puis je demande à mon Dieu de ne pas y retourner jamais, puis de ne pas y aller pour souvent, là. Hein, on n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle d'aller attendre 12, 15, puis 18, puis 20 heures, là? Dernièrement, on a vu que, je pense que c'est dans le coin des cantons de l'Est, là, que les gens ont couché à terre par manque de civière. Parce que
le système est engorgé à presque 200% de sa capacité. Alors, il y a des gens sûrement qui sont là et qui n'ont plus d'affaires là. Alors, j'espère qu'une fois pour toutes, là, évidemment, là, le fédéral va mettre 50 milliards. C'est mieux que rien. C'est sûr que ça ne comble pas tout au complet, là, mais il va falloir que ça fasse une grande réflexion là, avec le privé, puis essayer de trouver quelque chose qui fasse en sorte que le privé pourra venir à la rescousse, mais à condition que ce soit le gouvernement qui paye. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des ententes, puis de désengorger ça. Là, je suis allé dernièrement, là, moi, pour un examen de la vie, là, mais c'était épouvantable. D'abord, au point de vue paperasse, là, c'est affreux. Là. Moi, j'ai été au guichet à peu près 10 minutes, là, et j'ai vu la fille là, remplir je ne sais pas combien de paperasse pour moi, après m'avoir demandé là, quelques renseignements, puis la carte d'assurance maladie, la carte de l'hôpital, une étiquette par-ci, un dossier là, à monter 3, 4 dossiers. Là. Juste ça, là, c'est déjà épouvantable. Là. Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas trouver une façon de nous identifier puis d'arrêter d'avoir un paquet de paperasse qui se court. Là. Vous regardez ça là, dans cette clinique médicale-là où je suis allé. Là. Il y avait à peu près 10 petits paniers là, où on pouvait mettre les dossiers. Là. Et les paniers débordaient de partout. On était à 60 là-dedans, au moins. Là. Et c'était épouvantable, c'est un non-sens. Alors, je ne le sais pas, moi, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir que les gens disent que on ne va pas à la salle d'urgence pour rien. On va pas. Le petit bobo, là, on essaie de le régler autrement que ça. Et ben, bravo, en tout cas. Même si ça ne fait pas l'affaire des premiers ministres, que le gouvernement fédéral rajoute 50 milliards de plus, 46, ça part que des milliards. Et j'espère que tout ça va être mis pour le système de santé, là, parce que je me rappelle, moi, il n'y a pas si longtemps de ça qu'il y avait un nommé Jean Charest qui était premier ministre du Québec. Après que M. Harper a mis quelques millions en santé, lui a décidé de baisser les taxes. Puis M. Legault, ben, on dirait qu'il n'a pas appris la leçon, lui, parce que je le voyais un matin arriver, là, puis il demandait de milliards parce qu'il dit on n'a pas d'argent, on n'a plus d'argent à mettre dans la santé, là. Mais en même temps, il présente son candidat à l'élection partielle dans Sainte-Marie-Saint-Anne, l'affaire de même. Il présente son candidat. La pancarte, c'est M. Legault qui est là, et dit il y aura une baisse de taxes en 2023. Alors, c'est pas la trouvaille du siècle, franchement, là, d'arriver là et dire à Trudeau, hein, va falloir que tu te forces, va falloir que tu nous donnes des milliards qu'on a pu en mettre en santé, en même temps annoncer une baisse d'impôts là, pour gagner une élection. Là. Bon, il y a quelque chose que notre premier ministre n'a pas compris. Alors, j'espère que Trudeau va tenir au moins son point là-dessus pour dire je vous donne des milliards, là. Faites ce que vous voulez dans la santé, que ce soit en santé mentale, que ce soit peu importe, là, mais que ça serve à la santé et non pas que ça serve à faire en sorte de diminuer les impôts des mieux nantis. Et voilà, c'était ma conclusion pour ce mois. Merci beaucoup.